Je commence, donc je remercie bien sûr les organisateurs pour cette conférence. Il n'y a pas beaucoup de gens maintenant qui travaillent sur les collisions. Bon, on aurait bien aimé s'il y a donc plus de jeunes qui vont s'intéresser à ce domaine, mais un peu partout dans le monde. Donc il n'y a pas beaucoup de gens maintenant qui veulent donc, si vous voulez, investir leur temps pour faire beaucoup de calculs analytiques et même numériques. D'accord. Donc bon, pour moi, ce que je fais, c'est bon, c'est le domaine des collisions, mais on le fait d'une autre manière. Donc, moi, je suis intéressé beaucoup plus par, donc, si vous voulez, calculer des sections efficaces pour des codes de Monte-Carlo. D'accord? Ça, c'est très important. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Donc, on prend les modèles qu'on a, on essaie de les développer et de les améliorer. Donc, le challenge maintenant, c'est les basses énergies. D'accord? Donc, on s'intéresse beaucoup à ça. Ensuite, qu'est-ce qu'on fait? On essaie de confronter ce qu'on calcule par rapport à l'expérimental. Ensuite, on essaie de les implémenter d'une manière bien définie dans des codes Monte-Carlo. Ensuite, on lance ces calculs Monte-Carlo et encore une fois, on les confronte à l'expérimental et essaie de trouver des applications. Alors, donc ça fait donc à peu près 30 ans que je produis des sections efficaces. Donc, aujourd'hui, je vais vous dire où est-ce qu'on est arrivé. Donc, le titre, donc, il parle de ce qu'on appelle l'ADN, DNA. Alors, je vais vous dire pourquoi. Donc, on a commencé avec ce qu'on appelle l'eau qui est gaz, d'accord, pour essayer de to mimic, en français, donc c'est un tout petit peu de poursuivre. To mimic en français, c'est imiter donc le comportement des particules dans une cellule humaine. Ensuite, comme eau, gaz, ce n'est pas, c'est très loin. Donc, ça, c'est un autre contexte qu'on peut expliquer. Donc, on a changé. C'est l'eau liquide, liquid water. And again, dans cette aussi, donc, les gens sont un tout petit peu loin. Donc, ça ne représente pas la réalité. Ensuite, c'est l'ADN. Ensuite, même dans l'ADN, donc, il y a beaucoup de gens qui ont fait de calculs dans l'ADN. C'est encore loin de ce qu'on appelle l'ADN humain. Donc, ça, c'est le parfait. On est en train de tendre vers ça. On n'a pas des expériences qui utilisent l'ADN humain. D'ailleurs, ça fait je pense 2018, 2019, on commence à voir, il y a comment on appelle ça, des petites boîtes qui essaient de fabriquer, d'accord, de l'ADN humain. Ils le tirent de quelques cellules, donc souches, et on essaie donc de trouver, si vous voulez, faire de l'expérience. Ensuite, encore un autre problème, c'est toujours in vivo et in vitro. Donc ça, c'est un grand problème. Si vous allez prendre l'ADN de quelque chose et vous faites des expériences, donc vous l'avez, si vous voulez, qu'est-ce que vous avez fait? Vous avez fait une grande différence des conditions réelles de ce qui se passe, d'accord? Donc c'est un grand problème. Alors, nous sommes maintenant là, donc moi j'ai fait des calculs dans l'eau pendant très longtemps. Maintenant, hein, donc ça fait quelques années, on est intéressé dans l'ADN. Et la principale motivation, où est-ce qu'il est? Motivation, c'est que donc... on a commencé, je pense, 2012-2013 à travailler dans l'ADN. Et la première partie, c'était de calculer des sections efficaces élastiques. Ça veut dire sans perte d'énergie. Et donc, on a terminé ça en 2019. Donc, on a presque une base de données qui est vraiment, je dirais, complète. Et on a publié quelques travaux. On est satisfait parce qu'on peut, si vous voulez, on peut donner les sections efficaces pour les gens qui font des calculs Monte-Carlo, de ce que vous voulez, qui couvrent les énergies qu'ils veulent. D'accord? Alors, maintenant, pour les sections efficaces avec perte d'énergie, d'accord? Et c'est ce qui fait donc l'objet de ce que je vais vous présenter. Alors maintenant, je vais vous parler d'autre chose. Je vais vous présenter quelque chose qui est un peu différent. Ce n'est pas un calcul analytique, d'accord? Direct, ce qu'on appelle calcul direct analytique. Non, non, on le transforme sur une autre physique. Donc, il y a beaucoup de physiciens donc, qui sont maintenant dans ce domaine depuis peut-être les années 83 à peu près. Ça a commencé avec une expérience très simple, c'est que quand vous excitez donc un corps, vous avez donc une réponse, avec des photons bien sûr. D'accord? Et vous allez utiliser ça pour essayer de décrire les propriétés de votre milieu, qui sont ce que je suis en train de vous présenter, ce qu'on appelle le libre parcours, inelastic memory path, unstopping power. Ça, c'est deux quantités très importantes. La première, elle est reliée à la section efficace, si vous voulez, de transport, les distances. La deuxième, c'est la perte d'énergie. Donc, quand vous avez une interaction, vous avez deux parties qui sont distinctes. Si vous calculez ce qu'on appelle M0, bien sigma 0, sigma, vous êtes en train de parler de
combien vous allez faire de distance à l'intérieur. Si vous parlez de stopping power, qui est une moyenne, et vrai stopping power, ça veut dire que vous êtes en train de voir la perte d'énergie et la moyenne. OK? Ça, c'est en gros les deux quantités qu'on voudrait confronter chaque fois qu'on fait des modèles pareils. Alors maintenant, on revient au problème de DNA. Pourquoi DNA, dry DNA? Ça, c'est la réalité. Dry DNA, je vais parler de ça juste après pour vous montrer qu'est-ce qu'il y a maintenant en réalité et qu'est-ce qu'on peut faire comme calcul avec l'ADN. Ensuite, je vais vous présenter ce qu'on appelle le formalisme diélectrique qui nous permet de calculer les sections efficaces. D'accord? Ensuite, c'est normal, je vais vous présenter quelques résultats avec des comparaisons avec ce qu'il y a qu'on publie, la littérature. Et si le temps nous permettra, je vais vous parler de ce qu'on a fait avec ces sections efficaces dans un code de Monte Carlo. Et ensuite, on termine avec une conclusion. Donc, je vais faire un peu, peut-être je vais accélérer un peu, comme ça je vais essayer de vous intéresser. Hein. Donc, on commence avec la structure de l'ADN. Alors, vous devrez savoir qu'il y a ce qu'on appelle différentes conformations of DNA. A-DNA, B-DNA, Z-DNA. Nous oublions la dernière, vous pouvez chercher dans Google, vous allez comprendre pourquoi c'est différent. Les conformations, ça veut dire les double helix. Ce n'est pas la même chose, d'accord? Ça diffère. Alors, moi, je suis intéressé par ce qu'on appelle A-DNA, B-DNA. Alors, B-DNA, c'est de l'ADN qui est hydraté. Il contient des molécules d'eau. Je vais parler aussi de ça juste après. Si vous enlevez les molécules d'eau, vous allez tomber ce qu'on appelle le A-DNA. Dry DNA, il est sec, d'accord? Et donc, vous allez faire avec ça vos calculs. Donc, l'ADN qui existe sous cette forme ADN s'appelle plasmide. Et depuis longtemps, donc, les gens qui travaillent dans les codes Monte Carlo, ils sont basés sur des expériences, ça fait longtemps qu'ils ont fait ça, pour les utiliser dans des modèles, ce qu'on appelle diélectriques. Et pour arriver donc à calculer des sections efficaces. Alors, bon, ça c'est ce qu'on va faire. Donc, c'est une interaction d'électrons et de positrons, ce qu'on appelle light charge particles, avec de l'ADN qui, normalement, doit contenir de l'eau. Et pour simplifier pour cette, si vous voulez, cette conférence, je vais parler d'un seul cas qui s'appelle dry DNA, juste dry DNA. On a fait des calculs hydrated DNA, qui est encore plus compliqué, donc et ça a marché aussi. Hein, donc, il y a donc Dr. Awina, elle n'est pas là. Donc, je ne sais pas, normalement, elle devait être là. Donc, elle a fait le calcul avec nous hein, pendant des années. Maintenant, on s'approche plus de ce qui se passe réellement, d'accord? Pourquoi? Donc, ça, c'est un article qui a été publié dans Science. Donc, ça, c'est important. On doit se référer à quelque chose qui est une référence. Donc, ils ont montré que l'ADN que vous connaissez, il n'est pas seul comme ça, d'accord? Il y a toujours deux layers, two layers. La première s'appelle bulk layer. Ça veut dire ça, c'est si vous pouvez imaginer que c'est le cytoplasme. Ensuite, à l'intérieur de l'ADN, vous avez des molécules d'eau. Est-ce que cette couche qui est là, on peut la séparer? Non, elle existe tout le temps. What does it mean? Cela veut dire que votre ADN, ce que vous connaissez vous, il y a toujours des molécules d'eau autour. Ça, c'est la réalité. La grande différence, regardez, la grande différence que moi, je ne suis pas vraiment intéressé par faire des calculs analytiques avec les équations de Schrödinger pour une seule raison. C'est que je vais, si vous voulez, m'éloigner de l'image réelle qui va m'essayer de convaincre d'autres gens à leur dire que ça, c'est des sections efficaces que vous pouvez utiliser. Alors, le code qui utilise ça, ça s'appelle Geophore DNA. Pour le moment, vous devrez savoir, surtout les doctorants, que il y a un autre code qui s'appelle Partrack, mais on ne vous le donne pas. C'est le monsieur qui a fait ça, il s'appelle Dimfelder, il est connu donc, dans les sections efficaces, dans ce monde-là. Il y a Geophore DNA qui est free. Si vous l'utilisez, vous allez essayer de faire des simulations, pas réelles, mais c'est ce qu'on a de mieux jusqu'à maintenant. Ça veut dire vous allez faire ça dans la matière biologique. D'accord? Je ne parle pas de matériaux solides, tout ça, d'accord? Je parle de matériaux biologiques, c'est important ça. C'est ce qui est très demandé pour le moment, d'accord? Pour tout ce qui est donc matériaux, moi je trouve que normalement il y a des gens qui ont fait ça hein, et ils le font très bien, d'accord? On maîtrise ça, puisque ça existe, à l'état, on peut le prendre avec les propriétés, on fait des calculs. Ok, donc je vais vous montrer maintenant quelque chose qui est intéressant. Au moins vous intéresser par quelques points. Vous n'allez pas comprendre ce que je fais, c'est normal en une demi-heure, mais essayez de vous donner quelques points qui sont importants hein, pour vous, hein, juste comme information générale, ou bien pour ceux qui sont experts, ils peuvent comprendre ce qu'on fait dans cette théorie. Alors, nous avons pris l'ADN, nous avons essayé de le décortiquer et voir est-ce que réellement il contient de l'eau. Et c'était la première question qu'on a posée, d'accord? Alors, vous devez savoir que vous pouvez prendre l'ADN, tant qu'il est, hein, vous mettez sous forme ce qu'on appelle nucléotide. Vous prenez deux bases, la cladinine et donc thymine, ensuite cytosine, guanine, et vous avez ce qu'on appelle les brins, squelettes.
Les brins, donc, ça s'appelle sugar phosphate, ce qu'on appelle le déoxyribose. Vous pouvez les décortiquer, diviser en 4. Vous allez donc avoir 4 parties qui sont appelées nucléotides. Et vous allez donc prendre votre milieu, c'est comme vous, dans votre imagination, des molécules, nous, on le fait de cette manière. On le prend sous forme de nucléotides. Ensuite, si vous poussez un tout petit peu à l'intérieur, vous allez voir que vous pouvez trouver de l'eau, regardez ici, si vous prenez la binine, premier nucléotide, avec la partie brun, ce qu'on appelle la déoxyribose unit. Vous allez trouver qu'il y a OH et vous avez en haut un H. Donc les deux, ça peut former H2O. Et donc, en bas, vous descendez, vous avez ce qu'on appelle le phosphoric acid unit qui est à côté. Vous pouvez donc dire que la deuxième partie, donc je n'ai pas de pointeur, je suis désolé, donc phosphodiester bond, la deuxième partie qui vient en bas, donc vous avez l'adénine en haut, ensuite vous avez quoi? Guanine qui est en bas. Donc vous trouvez aussi donc un H2O qui est de côté. Donc ça fait, si vous prenez la troisième partie, vous allez avoir troisième nucléotide, vous trouvez qu'il est commun H2O, OH, H, commun entre les deux. Donc ça fait combien? Ça fait 1, 2, 2 H2O, plus, puisqu'il est commun entre les deux, half, ça devient demi. OK? Et ça vous ne pouvez pas l'enlever. Ça veut dire, quel que soit l'ADN, sous forme le plus simple, il y a toujours 2.5 water molecules inside. Ça, c'est très important. Ça, c'est basique. Alors, les gens, quand ils ont fait ces travaux, ce que j'ai montré comme article dans Science, ça devient donc encore plus compliqué. Ils ont trouvé, donc je vais faire rapidement, de l'ADN qui contient 2.5, 16, 12, 20. Et donc ça dépend des références et vous pouvez travailler. Donc maintenant, nous avons travaillé sur ça. Mais pour cette, j'ai dit, pour cette conférence, je vais vous montrer juste comment on fait le calcul pour 2.5 avec... Alors, maintenant, je vais faire ça rapidement, hein, je vais passer. C'est une autre représentation de nucléotides sous forme de THF, TMP. Je sais qu'il y a des gens de TISI qui ont travaillé sur ça. Donc, je vais vous montrer que, bon, certainement qu'ils le savent, vous avez deux manières de présenter, si vous voulez, l'ADN et faire des calculs. Vous pouvez le faire sous forme THF, tétrahydrofuran, plus TMP, half pyrimidine, half purine. Ou bien vous allez prendre directement les bases, vous allez mettre ce que j'ai montré. Pour nous avons fait les deux. Maintenant, on fait les calculs sur les deux. Comme ça, quand vous comparez, donc vous avez plus de... On arrive maintenant à ce modèle-là, d'accord? Alors, pour les gens qui ne le savent pas, vous pouvez faire des calculs avec high charge particles, high energy, les ions de carbone, les ions lourds, dans des cibles. On va dire cellules biologiques, de l'eau, ce que vous voulez, l'ADN. Ça, c'est les codes qu'on utilise maintenant qui est très à la mode, ce qu'on appelle FVP, Fermi Virtual Photon Model. D'accord? Moi, j'ai fait ces calculs-là pendant des années. Et pour ce qu'on fait maintenant, light charge particles, électrons-électrons, on utilise pour notre labo, dans le groupe, c'est full Pell model. Alors, c'était un modèle qui m'a vraiment, donc j'ai trouvé qu'il était excellent, hein, donc je l'ai essayé de l'utiliser depuis que j'étais doctorant. Ensuite, donc j'ai vu que je pouvais faire beaucoup de choses et donc on est arrivé à ça. Alors, inelastic model, c'est très simple. Je vais relier l'inverse de ce qu'on appelle section efficace ou bien inelastic memory path à une quantité qui est très connue, ce qu'on appelle la partie diélectrique de votre milieu. Imaginary minus 1, ça veut dire l'inverse de la fonction diélectrique. C'est ça le modèle, il est très simple. C'est Pines en 63 qui a découvert ça. Et ensuite, il a donc essayé d'encourager les gens qui font l'analytique donc à, si vous voulez, verser dans cette théorie. Elle est exceptionnelle, pourquoi? Regardez, comme vous dites, les théoriciens comprennent ça, par exemple, ça, là, tu ça, c'est très simple. Si tu as un milieu, quand tu l'excites, tu es certain que, avec un formalisme diélectrique, tu peux directement donc aller vers les constantes diélectriques du milieu et donc vous allez les mesurer. Si vous allez ces constantes, vous remontez à imaginary et vous intégrez, vous allez tomber dans ce qu'on appelle l'inverse de la section efficace. Donc ça, c'est la philosophie de cette, si vous voulez, ce formalisme. Alors les détails, je ne veux pas vous parler, donc ça devient quelque chose d'un domaine. Parce que il faut que vous soyez certain de ce que vous faites, d'accord? Sinon, je vais vous montrer ici, hein, d'accord, hein, c'est pas évident. Alors, dans ces interactions de ces électrons à l'intérieur de ce milieu, il y a deux types, ce qu'on appelle plasmon creation, vous avez ça, et vous avez ce qu'on appelle electron-hole interaction. Donc ça, c'est purement physique, et ça demande donc autre chose, beaucoup de, si vous voulez, un formalisme un peu qui... c'est pas évident de le faire, d'accord, mais on le fait. Donc ces deux parties vont nous aider donc à séparer les deux interactions et à monter à l'équation numéro 1. Alors le monsieur qui a fait ça, revenons au problème donc posé par la première présentation, c'est ce qu'on appelle le Q.
Momentum transfert, on appelle ça, c'est momentum transfert. L'électron, il n'a pas l'énergie juste, la perte d'énergie, il a aussi Q. Q, ce qu'on appelle momentum transfert. Alors ça devient un problème plus compliqué. Si vous allez prendre les deux, ça devient ce qu'on appelle BT surface. Donc les gens qui font ces interactions, ils doivent connaître ce qu'on appelle la surface de BT. Elle est très importante. Si vous arrivez à le décrire, vous allez calculer tout. Donc, rapidement, c'est Lindhardt qui nous a fait ça. Il nous a montré qu'on peut remonter à cette fonction d'électrique epsilon L, Lindhardt, en utilisant un formalisme bien déterminé en électrodynamique. Si vous allez à cette théorie, vous pouvez le comprendre, c'est facile, le papier il est là, il est excellent, il est connu à Lindhardt. Il a été cité, je ne sais plus combien de fois, des milliers de fois cet article, d'accord. Well, donc maintenant nous revenons au modèle de Penn. Bon, j'ai essayé un tout petit peu, pas beaucoup, je ne veux pas mettre beaucoup de théories. Qu'est-ce qu'on fait? Regardez. La théorie stipule que vous avez un gaz d'électrons, okay? Et pour le calquer, pour quelque chose qui est réel, vous allez prendre les propriétés intrinsèques de ce milieu et les mettre à l'intérieur. Et c'est ce qu'on fait ici. Dans cette intégrale, dans cette fonction, ce que j'ai appelé Bell, surface, c'est pas difficile, nous avons les constantes expérimentales du milieu. Ce qui rend votre théorie, elle est pratique. C'est très important. Ça veut dire que vous allez sortir de ce que vous faites. Si vous faites la théorie, c'est difficile de dire que je suis en train de faire quelque chose réellement sur un milieu. Il vous faut quelque chose. Qu'est-ce qu'on fait? Donc, c'est ce qu'on fait. On prend les propriétés électriques du milieu, on les injecte à l'intérieur d'une théorie qui est presque ab initio. OK? Alors, voilà, donc vous avez cette fonction-là qui concerne les constantes d'électrique du milieu, ça s'appelle Optical Dielectric Function, et vous avez à calculer ça tout seul. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Optical Dielectric Function de dry DNA, on se base sur une expérience, par exemple ici, j'espère que c'est bas, bon, epsilon, c'est epsilon 1, epsilon 2, ça, si vous connaissez ça en optique, d'accord? Vous avez les constantes d'électrique que vous pouvez calculer à partir de N et K, l'Extension et Refractive Index, et vous remontez à epsilon, ensuite vous remontez à epsilon 1 et remontez à epsilon 2, ensuite imaginez de moins 1 sur epsilon. Alors, ça c'est pour Q égale à 0, 0 momentum, ok? Pour non-zéro momentum, vous devrez utiliser ce qu'on appelle Lindhardt théorie, je vous ai montré, ok? Alors, pour l'expérimental, donc nous avons une expérience concernant dry DNA. Donc c'est l'expérience, elle est très connue, en 1974, c'est des scientifiques, Inagaki, ils ont fait des expériences pour avoir un cas de l'ADN dry. Donc ça c'est vraiment fort. Ensuite, nous on utilise ça pour remonter à notre théorie, d'accord? Alors, bon, c'est la partie là où vous avez une réponse des électrons de valence, c'est très important. Ensuite, pour vous, le reste c'est à vous de le calculer pour les autres couches, K, L, M, N, d'accord? Alors, dry DNA, cette fonction, donc elle est représentée ici par imaginaire de moins 1 sur epsilon. On arrive donc à la calculer. Present work, on la compare à d'autres travaux, de Vera 2013, à Ebril, c'est des Espagnols. Ensuite, on remonte à to extend, ça veut dire qu'on va généraliser de 0,82, ensuite de 82 à l'infini. Ça veut dire que la couche K, par exemple, de l'ADN, elle contient du phosphore, elle contient du carbone, les couches K, L, M de chaque atome. Il faut donc qu'il soit à l'intérieur. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Ça, c'est très intéressant. On utilise des outils théoriques qui existent, des bases de données, pour intégrer. Donc, pour nous, nous avons calculé ça. Bon, je vais vous dire, si vous voulez donc inclure les couches K, L, M des autres atomes, ça veut dire que votre comportement de votre ADN, il devient atomique. Si vous allez entrer dans la gamme 0, par exemple 100, ça devient valence, la réponse des électrons de valence, et ça devient quoi? Une couche qui, on va dire, pas atomique, mais moléculaire, ou bien du solide. Ça veut dire que vous allez avoir une bande. C'est ce que vous faites en physique du solide, théorie des bandes. Ok? Alors, on le fait, donc on va ajouter les sections efficaces de tous ces éléments-là. Les atomes, je vais vous donner la formule chimique, voilà. Donc ça, c'est dry DNA. Il contient 20 carbone, H27, N7, O18 ou bien 13. 13, oui, je ne vois pas bien, P2. Et donc, vous allez utiliser des bases de données pour essayer de, vous les fabriquer, hein, c'est comme une usine. Vous allez essayer de construire votre dielectric function, ok? Ça devient un travail minutieux. Alors, il est assujetti à des règles, ce qu'on appelle les règles de sommation. Ça veut dire que vous ne pouvez pas le faire d'une manière ou d'une autre, mais vous êtes en train de faire ça avec des choses qui sont bien précises. Alors ça, c'est ce qu'on appelle Generalized Oscillator Strength, GOS, pour les gens qui utilisent la théorie des collisions, ils savent c'est quoi GOS, Generalized Oscillator Strength, c'est la réponse de votre milieu pour les couches
KLM, d'accord? En général. Alors, rapidement, hein, je vais donc essayer de vous montrer, voilà, donc on est arrivé à construire notre fonction de 100 jusqu'à 10 puissance 11 pour couvrir toutes les énergies possibles, losses, et ensuite, pour les pics qui sont à l'intérieur, j'ai fait ça exprès hein, pour les étudiants, hein, pour vous dire que les pics que vous voyez, hein, quand vous allez étendre ça à high energies, il faut que vous voyez les pics pour chaque couche. Par exemple, le carbone, KHL, c'est 2,85, il faut qu'il soit bien précis. Ensuite, vous passez à la couche de phosphore, vous avez deux couches de L pour le phosphore et la couche K. Ça veut dire qu'il faut que tout soit inclus, sinon vous allez faire une erreur. Donc, simple, si vous voulez, application d'un utilisateur, il va rapidement savoir que vous avez omis quelque part des couches, d'accord? Donc, je vous garantis ici qu'on a inclus toutes les couches de l'ADN, ok? Ok, donc ça, c'est important. Well, some rules. Je vais juste rapidement vous montrer ce does it mean. Donc, some rules, c'est des règles que vous devrez. Donc, quand vous dites que j'ai construit le spectre, si vous voulez, réponse optique ou bien ce qu'on appelle d'electric function de votre milieu, l'ADN ou bien de la molécule d'eau, ce que vous voulez, il faut que donc vous utilisez ça. Par exemple, le Gauss, Generalized Oscillator Strength, quand vous l'intégrez, il est connu par tous les physiciens, il faut qu'il soit égal au nombre des électrons Z. Ensuite, Z effectif. Ça, vous avez notre expression. Et l'intégrale de cette fonction d'électrique, il faut qu'il soit égal à ce qu'on appelle le EP carré. C'est le plasmon, la réponse de votre milieu, square par pi divisé par 2. Quand vous faites ça, si vous arrivez donc à, si vous voulez, à un bon compromis, vous dites que oui, je suis arrivé à avoir donc un bon, si vous voulez, une bonne fonction d'électrique et vous allez commencer à calculer ce qu'on appelle les inelastic mean free path. OK? Alors, ça, c'est des tests. Donc, Z pour le dry DNA, c'est Z330. Nous avons trouvé 328. C'est proche. Pour les électrons de valence, c'est 231. Normalement, c'est 230. Et pour le Z effectif 96, il est à 97. Donc, ça, je pense que ça c'est bien. Hein. Donc, pour le Gauss, l'intégrale est 330, donc à 0,1% près. Donc, 0,29%. Donc, ça, c'est bien. Bon, pour ce qu'on appelle la masse A, c'est 895, c'est EP carré. Bon, il y a une erreur quand même de 0,31%. Donc moi, donc à partir de ça, je peux donc demander à quelqu'un d'utiliser ça. Ça veut dire qu'on a préparé le matériau pour. Donc ça, c'est bien. Et je vous dis que donc ça, c'est une théorie que j'ai appris avec des gens hein, donc, qui sont experts dans le calcul des sections efficaces énergétiques. Avec le temps, donc j'ai essayé de si vous voulez, me familiariser avec comment je peux être certain que j'ai pu quand même construire ce qu'on appelle la surface de BT. Donc ça, c'est ce que je suis en train de vous montrer. Alors, maintenant pour ce qu'on appelle mean excitation energy, c'est une quantité qui est très connue par tous les solides. C'est expérimental. Donc on essaie aussi d'intégrer ça. Nous avons une règle, d'accord, elle est là, hein, c'est très intéressant de le faire. Si vous arrivez donc au moins à confronter l'expérimental ou bien quelques travaux, ce serait bien. Donc ici aussi, on a essayé d'être, si vous voulez, en diapason avec deux travaux qui existent déjà donc, dans la littérature. Alors, inelastic mean free path, donc nous avons intégré, quand vous êtes sûr de cette fonction d'électrique, maintenant vous passez donc à vos intégrales, vous intégrez sur le moment de transfert, Q, n'oubliez pas, Q, vous avez Q min, Q max, qui va régir, si vous voulez, l'espace de votre intégration, d'accord, et vous avez ensuite les énergies W, ce qu'on appelle H bar W, c'est la perte d'énergie. De votre, si vous voulez, pour l'électron, c'est toujours E sur 2, hein, d'accord, positron c'est E, proton, vous trouvez E max, carbone ion c'est E max, ça c'est cinématique, d'accord, il faut chercher donc ces équations-là. Well, donc là, directement, je vais passer donc à ces intégrales qui vous donnent ces deux quantités qui sont importantes et les utiliser pour des comparaisons. Rapidement, donc voilà, donc ça c'est un travail qui a été soumis maintenant, il est en soumission, hein, d'accord, nous avons comparé donc nos résultats. Bon, si vous êtes expert, je peux vous donner des détails, sinon, je ne vous cache pas, je n'ai pas beaucoup à vous expliquer, sauf si vous voulez vous intéresser. Mais pour nous, par exemple, je veux dire qu'il est important de comparer les modèles, ça c'est ACAR, chacun utilise, donc analytique par exemple, c'est ACAR, il utilise beaucoup donc les coéquations de Dirac, et il cherche à l'intérieur, donc le GOS, tout ça. Donc TAN, c'est un autre formalisme, d'accord. Garcia-Molina, ça c'est ce qu'on appelle le modèle de Mermin. Le modèle de Mermin, ça c'est aussi un modèle qui maintenant, il est le plus fort au monde, d'accord. Avec ça, on calcule maintenant les sections efficaces que vous trouvez dans les codes, MCMP, Géant4, tout ce que vous voulez, d'accord. Et full pair modèle est aussi donc un des meilleurs codes. Il est très utilisé. Si vous allez utiliser NIST Databases, je ne sais pas s'il y a des gens qui utilisent ça dans les collisions, NIST Databases, vous allez dans ce qu'on appelle Inelastic Mean Free Path, vous trouvez qu'il est basé sur full pair model. Donc, ok.
Alors, donc, bon, pour jusqu'à 100, donc il ne faut pas qu'il y ait donc une différence. Pour des énergies inférieures à 100, je pense qu'il y a beaucoup de discussions. Hein, donc, ça, s'il y a quelqu'un qui veut comprendre, est-ce que je peux faire des commentaires, ça. Dans tous les cas, on est très content hein, d'avoir ces résultats. Pour la comparaison avec ce qu'on a le modèle de Mermin, qui est, quand même, j'ai dit, qui est très fort, il y a des gens qui ont dit que bon, la différence entre les domaines des deux modèles, elle est à 95%, dans beaucoup de matériaux. On est les premiers à montrer que de l'ADN, non, donc de 100 électronvolts jusqu'à 10 puissance 11, il n'y a pas de différence, ils sont égaux. Dans un article très récent, donc ils ont montré que l'inelastic mean free path in any material should be roughly 0.95 le inelastic mean free path. Alors pour le stopping power, ce qui est important, le stopping power, c'est ce qu'on appelle, vous allez moyenner les énergies perdues dans votre milieu, pas les particules primaires, hein, pas parce qu'il est déposé. Donc aussi, donc, nous avons comparé ça à beaucoup de résultats, donc ça nous a fait plaisir donc d'avoir 3 minutes. Oui, oui. Donc, again, si vous avez aussi des questions, qu'est-ce que ça veut dire stopping power? Mais je vais vous dire, pour les gens qui font des collisions, hein, pour nous, si vous faites des collisions, vous devriez donc utiliser principalement ces quantités. Donc, quand je vous dis inelastic mean free path, je peux passer directement, donc, ça c'est aussi pour comparer électron-positron, d'accord? Again, pour les gens qui veulent donc s'intéresser au code Monte Carlo, quel est l'effet de positron par rapport à l'électron, je vous donne le résultat. Pour l'ADN, il est important jusqu'à 1 keV. Allez, rapidement. Maintenant, pour l'application, ça c'est Monte Carlo. Alors, on a pris les sections efficaces qu'on a calculées depuis 2011, plus ce qu'on a fait maintenant, plus l'ionisation, l'excitation. Et donc, on est arrivé donc, à avoir un code. Et ça, c'était ce que je voulais vous dire. Donc, vous allez prendre l'ADN hydraté. C'est ce qui est donc très demandé maintenant. Les gens ils sont intéressés par ça. Ils ne veulent pas avoir de l'ADN tout seul comme ça, dans un seul lit, ils ne sont pas intéressés. Ils veulent voir si vous êtes vraiment très proche de la réalité, d'accord? Ça, c'est important. Alors, pour le moment, nous n'avons pas encore... Donc, ça, on est juste donc la première phase. Je voulais juste vous montrer. L'ADN, donc, il contient 6,28, 12 et 20, d'accord? Donc, l'hélix, c'est 2 nanomètres. Et donc, on a bombardé donc, cet ADN avec des électrons. Et on essaie de trouver là l'énergie moyenne déposée, d'accord? Et donc, on est en train de démontrer déjà que l'effet d'ajouter des molécules d'eau, il est très important, surtout pour les basses énergies, d'accord? Je vais juste vous montrer quelques résultats. Par rapport à l'eau, par exemple, H2O, ici, 6,28, 12, et bon... Ça, c'est BAX4. BAX4, je ne sais pas si vous connaissez la BAX4, c'est vous avez toujours donc rétrodiffusion de vos particules. C'est une quantité aussi, donc Abetra, il a travaillé aussi sur ça. Donc, on essaie de donc, mesurer ça, il est important. On n'a pas de mesure expérimentale, donc on n'a jamais pu confronter ça. Ça n'existe pas encore des résultats expérimentaux sur ça, parce qu'on n'a même pas pu fabriquer quelque chose qui s'appelle l'ADN avec, donc, si vous voulez, des molécules d'eau pour faire des expériences. OK? Expériences dans la physique des radiations, pas encore. Parce qu'on veut arriver à quoi? On veut arriver à ce qu'on appelle le dépôt de dose. C'est ce qu'on fait donc, si vous voulez, dans les expériences en dosimétrie. On veut comprendre ce qui se passe au niveau cellulaire. Ça s'appelle microdosimétrie. D'accord? Et ensuite, maintenant, nous avons ce qu'on appelle nanodosimétrie. Et moi, je travaille avec des Allemands en nanodosimétrie. On veut savoir ce qu'il y a exactement. Alors, sur ça, je termine. Hein. Tiens, c'est pas la peine de lever la main. Merci bien. Donc, on remercie M. Chaoui pour la présentation. Et si vous avez des questions. Oui, M. Moussoré. Donc, qu'est-ce que vous donnez comme à votre corps pour pouvoir calculer ces expressions? Les constantes diélectriques. Les constantes diélectriques. C'est tout. Et comment il décrit, cette molécule d'ADN? On va la décrire comment? Et vous n'étiez pas là, vous en sortez. Alors, j'ai dit que, regardez, les constantes diélectriques, c'est les paramètres intrinsèques de votre milieu. Ça, vous le devrez savoir, physicien, que si vous voulez donc caractériser un milieu, c'est... Comment lui, il décrit cette molécule d'ADN? La fonction d'onde, comment il va la... Non, il n'en parle pas de fonction d'onde. Regardez, c'est un autre formalisme, regardez. Si vous avez une particule dans un milieu, oubliez fonction d'onde. Bien sûr. Non, ça c'est une manière de faire les choses. Faire les choses avec les fonctions d'onde, c'est une chose. Okay? Maintenant, ce que je suis en train de vous dire, c'est l'approximation de Born. Vous aurez dû voir ça. Je ne voulais pas parler de ça.
Quand vous mettez D2, je vais vous montrer. Attendez. Et bien sûr. Et alors, ça c'est nouveau pour nous, d'accord? Eh bien, c'est ça le but de vous exposer ça. Donc, je vais vous montrer par exemple l'équation qui va vous permettre de comprendre où est-ce qu'elle est l'équation de Born. Alors, regardez ici. D2 lambda inélastique sur dq dw, ça c'est quelque chose que vous connaissez. Ok? C'est quand vous êtes en train de présenter sigma 3 ou la sigma 6 nombre. Ici, le nombre de variables, c'est 2. Nous avons momentum transfert plus l'énergie perdue. OK? OK? Maintenant, à l'intérieur de cette équation, vous avez cette quantité. C'est quoi ça? Imaginary de moins 1. Si vous allez écrire l'équation de Born, vous avez deux termes. J'espère que normalement vous pouvez voir ça avec moi. Vous avez le terme longitudinal et le terme transversal. Dans la matrice, ce qu'elle a présenté, elle a présenté, elle vous a dit, c'est une matrice. Ce que vous mettez, quand vous mettez sigma quelque chose égal, et vous mettez entre brackets. C'est quoi ça? C'est la matrice, ok? Cette matrice, elle est composée de deux termes. Un terme longitudinal et un terme transversal. Vous avez parlé de l'article de... Ah, vous avez vu ça? Ok, excellent. Ça, c'est la base de la décollision. Le terme longitudinal, il permet dans le papier de Lindhard, ce papier, ce que je suis en train de vous montrer, il vous dit que le terme longitudinal, vous pouvez, utilisant l'électrodynamique, arriver à la polarisation du milieu, champ électrique, déduire le terme, ce qu'on appelle la fonction d'électrique. Voilà la réponse. Fini. Maintenant, je vais vous faire plus que ça. Si vous voulez passer à des vitesses relativistiques, vous prenez cette matrice, vous prenez le terme transversal, et on doit l'inclure ici. Ça va faire quoi? Une théorie relativiste. Comme ici, je suis concerné par 2 électronvolts jusqu'à 100 keV, je ne suis pas à 500 keV, ni avec des ions de carbone. Avec les ions de carbone, j'ai fait ça, et j'ai introduit à l'intérieur le terme transversal. Donc c'est Born, toujours Born. Mais d'une autre manière. Et ça, c'est ce qui est bien. C'est ce que vous ne pouvez pas voir ça, parce que vous oubliez qu'on est en train de faire avec quelque chose qui est réel. On excite avec des photons un milieu, l'ADN. Quelle est la réponse? Ça, on l'a fait en physique. Si vous excitez un milieu, il vous donne la réponse. Si vous suivez la théorie, par exemple, de Fermi, ça s'appelle quoi? L'échange de photons. Entre le photon qui arrive et l'électron, qu'est-ce qui se passe? Il vous donne une réponse. De quelle bande? Est-ce que les gens en solide peuvent nous dire qu'est-ce qui se passe? Si vous excitez avec des photons, vous avez une réponse. Le spectre, si vous allez aux basses énergies, c'est quoi? C'est la bande qui est, par exemple, pour le silicium, elle fait KLM. Ah, d'accord, c'est la couche M. C'est une bande. Ça va faire un spectre. Si vous prenez ce spectre et vous l'utilisez avec cette théorie, ça va vous donner toutes les sections efficaces qui concernent quoi? La couche M. Ça veut dire quoi? Vous êtes dans la bande de conduction. OK? Maintenant, si vous voulez ajouter, je vous ai montré, si vous voulez ajouter des couches KL, vous devrez ajouter, quoi? Fonction hydrogénique. Vous avez travaillé certainement avec les fonctions hydrogéniques. Vous pouvez utiliser la fonction analytique, et je vous dis que la couche K de n'importe quel élément, je peux la formuler sous forme de fonction hydrogénique. Voilà, donc ça c'était quand même un aperçu sur cette théorie. Ça c'est nouveau, je vous dis, vous pouvez caractériser les matériaux avec cette théorie, c'est bien, hein, d'accord?